Bonjour tout le monde, je m'appelle Mohamed Binkour, je suis professeur d'enseignement supérieur habilité à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'Agadir, Université Ibn Zohar. Je suis avec vous pour assurer l'intervention portant sur le management stratégique, un module programmé dans le cadre de la filière économie et gestion, semestre 6. Aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur la 5e séquence portant sur le diagnostic externe. Nous allons essayer de décortiquer, de traiter l'environnement industriel et la notion de groupe stratégique. Sachant que dans la séquence précédente, on a essayé de cerner la notion de l'environnement macro, l'environnement global, à travers la méthode PESTEL. PESTEL, c'est tout simplement l'analyse de l'environnement politique, économique, social, technologique, écologique et à la fin, bien sûr, l'environnement légal. Donc, nous allons essayer de traiter, de mettre en lumière les deux environnements suivants, à savoir l'environnement industriel et l'environnement direct, le groupe stratégique. Alors, nous allons commencer par l'environnement industriel, souvent traité dans le cadre des ouvrages comme étant l'analyse concurrentielle. C'est une analyse présentée par Michael Porter à travers ce qu'on appelle les 5 forces concurrentielles, les 5 forces qui agissent bien sûr sur l'entreprise dans un domaine ou dans un contexte particulier. L'analyse des 5 forces de Porter, comme le terme l'indique avec pertinence, va mettre l'accent sur l'intensité, sur la concurrence au niveau d'une industrie, au niveau d'un environnement direct de l'entreprise. Alors, pourquoi il faut y aller, il faut s'intéresser à ce point? Au départ, on a bien expliqué le fait que l'entreprise doit assurer un diagnostic de tout l'environnement. Alors là, je parle de l'environnement macro. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, ça va permettre à l'entreprise de comprendre les tendances futures, les éléments qui caractérisent cet environnement, et sur la base en fait de ces tendances, il peut déterminer ce qu'on appelle les scénarios d'évolution. C'est une analyse très importante, significative, mais elle reste insuffisante. C'est pour cette raison qu'il faut y aller à un environnement beaucoup plus restreint, un environnement qu'on peut considérer comme étant micro. C'est l'industrie, là où l'entreprise exerce son activité. Alors, il s'agit tout simplement d'analyser la concurrence. Alors là, pour formuler une stratégie, on est dans l'obligation d'analyser la concurrence. Il faut analyser la structure de la concurrence. Il faut analyser la taille de la concurrence. Il faut analyser tout simplement l'intensité de la concurrence. Alors pourquoi il faut assurer ça? Premièrement, ça va permettre à l'entreprise d'évaluer, regardez bien, d'évaluer sa position, sa situation dans le marché. C'est-à-dire, comment se présente ma situation dans le marché? Est-ce que j'ai des avantages concurrentiels? Est-ce que j'ai des forces? Est-ce que j'ai des faiblesses? Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels je peux m'appuyer pour améliorer mes parts de marché, des éléments qui vont me permettre de se différencier. Comment tout simplement se présente l'état actuel de la concurrence, de la compétitivité de l'entreprise. Deuxième élément, c'est que grâce à cette analyse, l'entreprise peut mesurer sa compétitivité, peut mesurer sa position à l'égard de la concurrence. Est-ce qu'il peut lutter contre la concurrence? Est-ce qu'il peut exercer une pression sur la concurrence? Est-ce que la rivalité concurrentielle qui existe sur le marché, l'entreprise peut aller au-delà de cette rivalité et être un acteur qui va dicter les règles de jeu? Donc l'analyse concurrentielle va mettre l'accent sur la concurrence. Elle va mettre l'accent sur la capacité d'entreprise dans ce contexte concurrentiel. Donc c'est quoi le modèle de 5 forces de Porter? C'est un modèle de référence dans l'analyse concurrentielle. Le modèle de 5 forces de Porter, c'est une technique d'analyse de marché. Ça, c'est sûr, c'est une évidence. Il faut analyser le marché dans lequel l'entreprise opère. Il faut analyser la structure de ce marché. Et pour analyser la structure de ce marché, l'entreprise doit prendre en considération 5 dimensions. 5 dimensions. Et ces 5 dimensions, elles ont un impact direct sur la création, la consolidation et le développement, bien sûr, d'un avantage concurrentiel. Quelles sont ces 5 dimensions? Alors, Porter, dernièrement, il a ajouté une 6e dimension. Alors, quelles sont les 5 dimensions? On peut d'abord parler de notion de pouvoir de négociation.
Donc, pouvoir de négociation des fournisseurs, pouvoir de négociation des clients, menace des nouveaux entrants ou entrants potentiels, menace des produits de substitution et la rivalité entre les entreprises, entre les firmes concurrentes. Comme je viens de le citer, Michael Porter, pour compléter ce schéma, il a ajouté une sixième force, à savoir l'État, comme étant un acteur qui exerce à travers son arsenal juridique tout simplement un pouvoir d'action, une force, une pression sur le marché et l'environnement. Donc voilà les 5 forces de Porter. Maintenant, l'entreprise, il doit analyser chaque force à part. Chaque force, il doit analyser en termes d'état des lieux, en termes de facteurs explicatifs de cet état des lieux, mais surtout d'analyser en fait l'impact probable sur l'entreprise. Nous allons commencer par le premier élément, la première force, à savoir l'entrant potentiel, la menace des nouveaux entrants. Alors, l'entreprise par rapport à son marché, par rapport à son secteur d'activité, il doit toujours poser la question suivante. Est-ce que le segment, est-ce que le marché dans lequel j'opère, il est attractif? S'il est attractif, bien sûr, il va attirer des nouveaux entrants. Donc, il y aura certainement une menace qui va être présentée par le fait que des nouveaux concurrents vont pénétrer le marché. Donc, c'est un élément qu'il ne faut pas tout simplement prendre à la légère. Il faut identifier cette menace. Est-ce qu'il y aura des nouveaux entrants? Dans ce sens, pour mesurer cette menace, on peut mettre en exergue ce qu'on appelle les barrières à l'entrée. Alors, plus les barrières à l'entrée sont importantes, plus la menace elle est faible. Plus les barrières à l'entrée sont faibles, plus la menace elle est là. Donc l'entreprise, la première question qu'il doit poser, quelles sont les barrières à l'entrée de mon marché ou de mon secteur d'activité? Est-ce que je peux agir sur ces barrières à l'entrée? Exemple de barrières à l'entrée par rapport auxquelles l'entreprise peut bien sûr exercer une pression, voire même améliorer. On peut parler de l'image de marque de l'entreprise. On peut parler par exemple de la politique de l'État par rapport à ce secteur d'activité. On peut parler de différenciation. On peut parler de l'accès tout simplement au centre d'approvisionnement, au circuit de distribution. Autant d'éléments qui vont dissuader les nouveaux concurrents à pénétrer sur le marché. L'expérience a montré que plus les barrières à l'entrée sont importantes, plus c'est coûteux pour les nouveaux entrants, plus ils vont plus s'intéresser au marché. Bien sûr, si le concurrent il a une bonne assise financière et le marché ou le segment l'intéresse de point de vue vision stratégique, il peut bien sûr agir en termes d'action, en termes de pénétration par rapport bien sûr à ce segment. Donc, lorsqu'on parle d'entrants, menace des nouveaux entrants, on parle de la possibilité tout simplement que d'autres entreprises envahissent notre marché. Donc l'entreprise, par rapport à cette analyse, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit déterminer les barrières à l'entrée. Quelles sont les différentes barrières à l'entrée qui se présentent dans ce marché, dans ce secteur d'activité, dans ce segment? Alors, j'ai identifié le nombre, mais aussi je dois identifier la qualité de ces barrières en termes d'importance. Alors, connaître les entrants potentiels. Quels sont ces entrants potentiels? Quelles sont ces entreprises qui vont être intéressées par ce secteur d'activité, par notre secteur d'activité? Et par la suite, sur la base de cette étude, je peux ajuster ma stratégie, soit en termes de partenariat, soit en termes d'acquisition, soit en termes de fusion, soit en termes de consolidation d'image de marque, soit en termes de renforcement des barrières à l'entrée que l'entreprise peut maîtriser. Donc, la première force, à savoir la menace des nouveaux entrants ou les nouveaux entrants, l'entreprise doit mettre en place une analyse par rapport à ce point pour tout simplement identifier le risque que représente l'entrée de nouveaux concurrents. Et là, ça peut bien sûr agir sur les parts de marché d'entreprise et sur la capacité d'entreprise par la suite à assurer la compétitivité. Ça, c'est la première force. Deuxième force que nous allons voir, c'est la rivalité entre les concurrents. Alors, l'entreprise doit mesurer la rivalité qui existe dans son marché ou dans son secteur d'activité. En d'autres termes, il s'agit tout simplement de mettre en lumière l'intensité concurrentielle et la pression exercée par d'autres concurrents. Donc l'entreprise, comme objectif,
avant bien sûr d'aller dans le sens de formulation de la stratégie, il doit savoir est-ce que la concurrence elle est féroce au niveau de son secteur d'activité. Comment la concurrence se comporte dans son marché. Et bien sûr, il doit déterminer cette intensité. Est-ce qu'elle est stagne, elle est croissante, elle est décroissante? Comment se positionne cette intensité? Il doit déterminer aussi sur quelle base cette intensité est réalisée. Est-ce qu'on parle d'une concurrence à base de prix, une concurrence à base de coûts, images et ainsi de suite? L'entreprise doit déterminer ce qu'on appelle les armes de concurrence. Et aussi, il doit chercher à savoir comment tirer profit de la situation de la rivalité concurrentielle. Donc cette rivalité, elle est très importante. Et la rivalité souvent est expliquée par des éléments tels que la structure, la croissance de secteur d'activité, le fait que le secteur ou que le segment il est attractif. Plus le segment est attractif, plus les parts ou plus la rentabilité elle est là, plus la profitabilité elle est là, les entreprises vont être intéressées et vont mettre en place les moyens pour tout simplement tirer profit de la situation. Donc, la rivalité entre les concurrents, on peut la mesurer sur la base bien sûr de degrés de différenciation, les stratégies mises en place, la structure de la compétition, la croissance de secteur. Il y a une panoplie de facteurs que l'entreprise peut analyser, peut décortiquer pour mesurer par la suite la rivalité entre les concurrents. Alors, cette deuxième force, elle est cruciale pour l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'il doit savoir tout simplement est-ce qu'il a les moyens, les ressources, les compétences, l'habilité à lutter en termes de concurrence. Est-ce qu'il peut assurer sa survie par rapport à cette concurrence? Est-ce que, entre parenthèses, elle est compétitive par rapport à ses concurrents? Plus l'intensité elle est là, plus l'entreprise doit déployer plus d'efforts pour créer l'avantage concurrentiel, pour attirer plus de clients, pour créer, soi-disant, une bonne autorité. Et là, bien sûr, la notion de développement, la notion de croissance, elle dépend largement de la capacité de l'entreprise à lutter tout simplement contre la concurrence. Voilà la deuxième force qui est très importante. On a vu au départ la notion de menace des nouveaux entrants, le risque que représentent les nouveaux concurrents. Maintenant, deuxième élément, c'est la rivalité entre les concurrents existants déjà dans le marché, dans le secteur d'activité. Troisième force que nous allons voir, c'est tout simplement les produits de substitution. Bien sûr, la menace ne provient pas que des nouveaux concurrents ou des concurrents existants, mais ça provient parfois d'autres acteurs qui fabriquent ou qui produisent en fait des produits de substitution. Un produit de substitution, par définition, c'est un produit qui va remplacer notre produit, qui va satisfaire les mêmes besoins pour mon client, mais c'est un produit issu d'une industrie différente. Alors là, on parle d'un produit ayant les mêmes fonctions, mêmes bénéfices, et se vend, il est présenté avec un prix qui est bas. Alors, l'entreprise s'interroge sur la question suivante. Est-ce qu'il y a une possibilité à ce qu'un produit ou des produits de substitution, des produits substituts, remplacent notre produit? C'est une question très importante parce que l'entreprise doit mesurer ce qu'on appelle la mobilité de consommateur, la capacité ou l'habilité de consommateur à renoncer à notre produit et à le remplacer par un produit de substitution. Donc l'entreprise doit déterminer les produits de substitution potentiels, quels sont les produits qui peuvent remplacer notre produit. La première chose, c'est ça, lister, déterminer les produits de substitution, connaître la possibilité en termes de mobilité, la possibilité à ce que mon client peut remplacer la consommation, peut remplacer l'utilisation de mon produit par un autre produit de substitution. Et sur la base de ça, l'entreprise peut ajuster sa stratégie pour créer une barrière à l'entrée par rapport à ces produits. Donc là, l'entreprise ne doit pas se focaliser que sur les produits issus de la même soi-disant industrie ou technologie. Non, elle doit mettre l'accent aussi sur d'autres produits qui peuvent être utilisés par nos clients et remplacer notre produit facilement, malgré le fait qu'ils sont tout simplement issus d'une technologie tout à fait différente. Quatrième force, c'est le pouvoir de négociation.
Et là, on peut parler de deux types de pouvoir de négociation, en amont et en aval. Pouvoir de négociation des acheteurs. Alors là, l'entreprise, dans le cas toujours de l'analyse, elle doit mesurer le pouvoir de négociation des acheteurs ou des clients. Alors, il ne faut pas oublier que plus l'acheteur détient un pouvoir de négociation, plus il a tendance à dicter les règles de jeu, en termes de qualité, en termes de conditions d'achat, en termes de quantité, en termes de prix, il ne faut pas oublier aussi ça. Donc, automatiquement, l'entreprise sera dans l'obligation de réagir positivement aux requêtes en fait, de ses clients ou de ses acheteurs. Donc, le pouvoir de négociation des acheteurs, il est déterminé par plusieurs éléments. Lorsqu'on parle de la force, lorsqu'on parle de l'importance de l'acheteur ou des acheteurs, souvent on fait référence à la taille et on fait référence à l'assise financière de ces acteurs. Donc, il faut déterminer le pouvoir de négociation, identifier le pourquoi de ces forces. Alors, si mon client détient ou les acheteurs détiennent ce pouvoir de négociation, il faut savoir pourquoi ils ont ce pouvoir de négociation. Est-ce que c'est parce qu'ils sont limités en termes de nombre? Ou est-ce que parce qu'ils détiennent une taille critique, une taille très importante? L'essentiel à ce niveau-là, l'entreprise doit comprendre le jeu et l'enjeu en termes de négociation. Et dans ce cas-là, l'entreprise doit agir aussi sur sa taille. Donc là, il ne faut pas oublier que lorsqu'on parle de pouvoir de négociation, généralement, on peut l'avoir à travers la concentration des acheteurs. Plus les acheteurs se concentrent, plus les acheteurs deviennent des acteurs concentrés, il arrive à avoir une taille importante. Donc on parle de taille. Aussi, on parle de volume. Donc le volume en termes de quantité achetée. Plus les acheteurs achètent des quantités importantes, plus ils auront tendance à avoir des pouvoirs de négociation très importants. Aussi la menace d'intégration. Attention, l'acheteur, il peut assurer une stratégie d'intégration par la suite. Et lorsqu'il assure une stratégie d'intégration par la suite, automatiquement, il ne sera plus mon acheteur, mais il sera tout simplement un concurrent direct pour ma structure et mon organisation. Aussi, lorsqu'il a une connaissance assez significative ou assez importante des coûts, et dans ce cas-là, il aura tendance à dicter tout simplement les règles de jeu. Donc, il y a énormément d'éléments qui agissent sur le pouvoir de négociation des acheteurs. Généralement, les entreprises, pour lutter, pour instaurer un certain équilibre, elles ont tendance à assurer des stratégies d'acquisition, de fusion, des partenariats, pour tout simplement équilibrer un peu le jeu, parce que sinon, il va constater ses marges bénéficiaires en baisse. La dernière force que nous allons voir, c'est le pouvoir de négociation des fournisseurs. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le client peut avoir un pouvoir de négociation à l'égard de l'entreprise ou à l'égard en fait de ma structure. La même chose peut se présenter à l'égard de mon fournisseur. Le fournisseur aussi peut avoir un pouvoir de négociation. Alors, quels sont les éléments qui déterminent le pouvoir de négociation des fournisseurs? Il y a le moyen de production détenu par le fournisseur. On peut parler de la concentration, on peut parler de la taille relative des fournisseurs, on peut parler de la qualité de la matière première détenue par le fournisseur. Plus le fournisseur il a une taille importante, plus ils ont tendance à se concentrer, plus ils sont limités en termes de nombre, plus ils ont un produit de qualité, plus ils agissent en termes de négociation, plus ils ont un pouvoir de négociation assez significatif. Donc moi, en tant qu'acteur, en tant qu'entreprise, je dois mesurer ce pouvoir de négociation. Pourquoi? Parce que plus le fournisseur il a un pouvoir de négociation, plus ça va agir sur les coûts d'approvisionnement de l'entreprise. Alors, en termes peut-être d'augmentation, en termes aussi de rareté de la matière première parfois. Donc, automatiquement, l'entreprise doit identifier le pourquoi de ses forces. La même chose, elle doit agir en termes de recherche de nouveaux fournisseurs, mais aussi parfois en termes de concentration. L'entreprise, pour lutter contre les fournisseurs, elle peut parfois assurer des actions de partenariat, assurer des actions d'alliance, fusion, pour avoir une taille assez importante afin de lutter contre le pouvoir de négociation des fournisseurs. Donc, comme vous pouvez le constater,
il y a la négociation en amont, il y a la négociation en aval. L'entreprise, elle est entre les deux. Donc, il doit chercher à avoir un équilibre entre les deux éléments, les deux forces. Donc, voilà quelques éléments sur lesquels l'entreprise peut agir par rapport à chaque force. Exemple, lorsqu'on parle de menace des entrants potentiels, l'entreprise, pour contrecarrer cette menace, il peut par exemple fixer un niveau de prix non rentable pour les entrants. Alors, dans ce sens, les nouveaux entrants vont être dissuadés parce qu'il n'y a pas assez de rentabilité. Comme il peut agir en termes de fidélisation de la clientèle, comme il peut protéger les technologies en termes de brevets et secrets. Donc, par rapport à la menace des nouveaux entrants, l'entreprise peut mettre en place des actions de genre. Par rapport menace des substitutions ou des produits de substitution ou des produits substituts, l'entreprise peut améliorer par exemple le rapport qualité-prix de telle sorte à ce que le client aura des difficultés à faire le choix entre notre produit et le produit de substitution. Elle peut aussi agir sur le volet fidélisation en termes d'image, réputation, en termes de notoriété. Et ça, ce sont autant d'éléments sur lesquels elle peut agir, comme l'entreprise peut proposer soi-même le produit de substitution pour éviter en fait la concurrence d'autres entreprises. Par rapport au pouvoir de négociation des acheteurs, là, l'entreprise peut agir toujours sur la notion de fidélisation en termes d'image. Il peut aussi améliorer son réseau de distribution de telle sorte à ce que le produit soit disponible et le client aura l'accès facilement à ce produit. Comme parfois, il peut assurer l'intégration vers l'aval. Donc, dans ce cas-là, l'entreprise, elle peut assurer en fait le processus d'achat et de distribution à son compte. Pouvoir de négociation fournisseur, la même chose. L'entreprise peut multiplier les sources d'approvisionnement. Au lieu de concentrer ce processus au niveau d'un acteur, d'un fournisseur ou quelques fournisseurs, elle peut élargir ce processus. Il peut s'intégrer vers l'amont et c'est un élément qui va tout simplement améliorer le pouvoir de l'entreprise à l'égard en fait de ses fournisseurs. Alors là, la sixième force qui a été intégrée par la suite par Michael Porter, c'est le fait que l'entreprise peut agir en termes d'action à l'égard en fait de l'État, et à travers bien sûr la capacité de lobbying, la capacité d'avoir des groupes, par exemple de faire partie des groupes professionnels, des associations professionnelles, des groupes de pression qui vont agir sur tout simplement l'environnement légal. Et dernier élément, l'intensité concurrentielle. C'est un élément déterminant de la structure de la concurrence. L'entreprise, comme vous pouvez le constater, a toujours cette notion de fidélisation de la clientèle. Elle peut aussi agir sur sa capacité d'innovation. Elle peut améliorer la technologie utilisée. Et aussi, parfois, elle peut réduire les coûts fixes afin de mettre en place une stratégie axée sur la domination par les coûts. Donc, comme vous pouvez le constater, pour chaque force, on peut mettre en place des actions pour contrecarrer en fait l'impact de cet élément. Alors, pourquoi il faut assurer cette analyse concurrentielle? Donc, l'analyse concurrentielle va permettre à l'entreprise, dans un premier temps, de déterminer quels sont les facteurs clés de succès sur lesquels il faut s'appuyer pour créer un avantage concurrentiel, en termes d'innovation, en termes de qualité, en termes d'image de marque, et ainsi de suite. Deuxième élément, grâce à l'analyse concurrentielle, on peut mesurer l'attrait d'un secteur, l'attractivité d'un segment. Et ça, c'est un élément très important. Pourquoi? Parce que l'entreprise doit se projeter en termes d'évolution. Et là, on ne peut pas le faire si on n'a pas une idée sur est-ce que le secteur est attractif, est-ce que notre marché est attractif ou non. Donc, selon la position concurrentielle de l'entreprise, on aura tendance à prendre les décisions suivantes. Alors, pour préserver sa position, créer des barrières à l'entrée économique, juridique au commercial, l'entreprise doit agir sur ces facteurs clés de succès. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on doit déterminer ces facteurs qui vont nous permettre par la suite d'élaborer les actions stratégiques et orienter les décisions stratégiques fixées ou mises en place par l'entreprise. Aussi, pour améliorer sa position, la recherche ou la création d'avantages concurrentiels. Donc,
tout simplement, l'analyse en termes concurrentiels va permettre à l'entreprise d'orienter sa décision stratégique. Mais aussi, ça peut être une analyse qui va pousser l'entreprise à changer son secteur d'activité. Dans le cas, par exemple, il n'a pas de pouvoir de négociation à l'égard des clients, il n'a pas un pouvoir de négociation à l'égard de fournisseurs, la rivalité elle est très importante, il y a la menace des nouveaux entrants, les produits de substitution sont bien positionnés dans le marché. Alors, dans ce cas-là, tous les éléments sont négatifs pour l'entreprise. Alors là, peut-être, l'entreprise va prendre la décision de quitter le marché. Après avoir assuré l'analyse concurrentielle à travers le modèle de porteur, le modèle de 5 ou 6 forces de porteurs, l'entreprise doit assurer une analyse beaucoup plus restreinte et pertinente, à savoir l'analyse des groupes stratégiques. On a commencé par l'environnement macro, l'environnement industriel. Maintenant, nous allons se focaliser sur la notion de groupe stratégique. Alors, lorsqu'on parle de groupe stratégique, tout simplement, on parle d'un ensemble, d'un groupe d'entreprises qui sont en concurrence directe avec notre structure. Donc, le groupe stratégique, il correspond au sein d'un secteur d'activité à l'ensemble des entreprises ayant des comportements stratégiques similaires, c'est-à-dire les entreprises qui appliquent la même stratégie que la nôtre et qui s'adressent à la même clientèle. Donc, on parle tout simplement de la notion de concurrent direct. Donc, là, l'entreprise, elle doit assurer cette analyse parce que ce sont ces entreprises qui sont en lutte et qui peuvent agir sur une part de marché, sur notre position concurrentielle, qui peuvent tout simplement nous déstabiliser par rapport à l'évolution. Donc, un groupe stratégique est formé d'entreprises ayant les mêmes ressources identifiables ou des ressources identifiables et similaires en termes de technologie, en termes de ressources internes, en termes de capacité financière, en termes de ressources humaines et ainsi de suite, qui ciblent la même clientèle, les mêmes clients. Donc là, on s'intéresse au même profil de client et tout simplement qui utilisent un même comportement ou même stratégie, qui développe le même comportement stratégique, qui arrive à mettre en place et à appliquer la même stratégie. Donc, tout simplement, par rapport à ces éléments-là, l'entreprise doit identifier le groupe stratégique, sa position dans le groupe stratégique et aussi mesurer l'impact que peut exercer en fait les concurrents dans ce groupe par rapport à ma situation. Alors, voilà un exemple de positionnement selon les groupes stratégiques. On a ici 4 groupes stratégiques. Et chaque groupe stratégique englobe en fait des entreprises, des marques de voitures qui sont groupées selon la perception de la clientèle. Voilà les 4 facteurs, les 4 soi-disant perceptions clientèle. La première perception, la voiture elle est perçue, ou le modèle, le produit il est perçu comme étant pas trop cher, qualité et sécurité. C'est ce premier groupe stratégique. Le deuxième groupe stratégique, elle est perçue comme étant un produit plutôt cher, mais qui procure qualité et sécurité. Troisième groupe stratégique, pas trop cher et qui procure du plaisir pour la clientèle. Et en dernier lieu, le quatrième groupe stratégique, c'est plutôt cher et qui procure tout simplement le plaisir pour la clientèle. Voilà un exemple de groupe stratégique. On a ici 4 groupes stratégiques et chaque groupe stratégique s'adresse à une clientèle bien particulière et automatiquement, il développe un comportement stratégique similaire. Donc, pour conclure, pourquoi assurer une analyse en termes de groupe stratégique? Donc, l'analyse en termes de groupe ou carte stratégique va permettre à l'entreprise de mieux caractériser les principaux groupes qui constituent son marché, son secteur d'activité, et surtout mettre l'accent sur le groupe où l'entreprise opère. Deuxièmement, de déterminer les stratégies possibles pour chaque groupe. On vient de voir 4 groupes, donc 4 stratégies différentes, de se positionner par rapport à ses concurrents. Donc, par exemple, moi, je suis dans le premier groupe stratégique, c'est les stratégies développées par ces gens-là qui m'intéressent en premier lieu. Attention, ça ne signifie pas que je dois écarter les autres entreprises. Non, je dois prendre en considération les autres concurrents. Mais dans un premier lieu,
les entreprises qui sont en lutte directe, en concurrence directe avec moi, c'est tout simplement le groupe stratégique qui constitue ou qui se compose des entreprises ayant le même comportement stratégique, ayant les mêmes ressources et qui s'intéressent à la même clientèle. Et en dernier lieu, grâce à l'analyse stratégique, on peut identifier les entreprises ayant ou qui ont la stratégie concurrentielle la plus proche. Et là, bien sûr, comme je l'ai dit au départ, on s'intéresse à la notion de concurrence directe. Donc, voilà en fait les éléments qui constituent une analyse de l'environnement externe. On a commencé par l'analyse macroéconomique à travers la méthode Pestel, l'orientation globale de l'environnement d'entreprise. Par la suite, on a mis l'accent sur l'environnement industriel suite au modèle de Porter. Et enfin, on a traité la notion de groupe stratégique à travers sur la notion de concurrent direct. Comme vous pouvez le constater, on a commencé par la notion macro avant d'arriver bien sûr à la notion micro, à la notion de groupe qui constitue bien sûr la pierre d'assise de l'analyse stratégique. Merci.